Laisse béton! Dans cet épisode, on parle boulot, entre autres. Beaucoup d'entre nous, et surtout beaucoup d'entreprises, ont découvert le télétravail grâce au Covid. Xavier, lui, l'encourage depuis près de 20 ans, comme il promeut toutes les possibilités qu'offre entre autres le numérique pour travailler mieux et pour le faire de là où on veut. Installé depuis 2004 à Boitron, une petite commune de l'Orne, Xavier a créé The Village, un média spécialisé dans le futur du travail. Il a également fondé l'Écloserie numérique, une association qui accueille un espace de coworking, un Fab Lab, des ateliers et des formations autour du numérique. Dans l'épisode que vous allez entendre, Xavier nous parle en toute transparence des joies et des peines de la vie à la campagne, de développement rural et de sa vision du futur du travail. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Xavier. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir. On est à Boitron, dans l'Écloserie numérique. C'est ça. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cet endroit ? L'Écloserie numérique, c'est une association qu'on a créée il y a une dizaine d'années, qui était à l'origine une activité de coworking principalement pour une communauté qui existait de manière virtuelle, une communauté que j'avais créée en m'installant dans le coin. On était à peu près une centaine de personnes. Et à un moment, on a voulu incarner ces membres informels, dans un lieu physique qui est l'ancienne école du village de Boitron, où il n'y a plus d'enfants puisqu'ils sont dans un regroupement scolaire. Et la mairie a aménagé l'école, a fait des travaux, et on occupe ce lieu depuis 10 ans, et on a des tas d'activités dont on pourra parler. Et là, nous sommes dans un petit bâtiment à côté qui a été rénové 4-5 ans après, et qui héberge un Fab Lab. On fait des tas de choses, on a commencé par du coworking, on a fait pas mal de sessions d'initiation à l'internet ou à l'informatique, en général plutôt pour des retraités. On a un atelier tous les mercredis pour les enfants, qui s'appelle les bricomatiques, c'est de la bidouille autour de l'informatique, l'électronique. On a des activités régulières comme les repair cafés. On vient pour apprendre à réparer ces objets du quotidien qui ne marchent plus, qui sont en panne, on pense qu'ils sont cassés. Avant de les jeter, on leur donne une chance et on vient se faire aider à les réparer. On a des activités de formation, on a des sessions de formation pour des jeunes décrocheurs. On avait monté une des premières formations au code, formation de 6 mois, pour aussi des décrocheurs et des chômeurs. Voilà, on a des choses très très variées. Donc on est à Boitron, dans l'Orne. Combien d'habitants à Boitron ? 340. Vous êtes installé ici depuis longtemps ? Depuis 2004, en août 2004. Et on venait de la région parisienne, on habitait à Nanterre, on avait une petite maison très sympa, mais on avait des envies de campagne depuis longtemps. Et j'ai eu un changement professionnel qui a permis d'essayer de réfléchir à quitter la ville. Et ce qu'on a fait un an après, donc en 2004. Et on a choisi une maison qui était moins de 2 heures de Paris, parce que mes clients sont principalement à Paris, ou étaient à Paris à l'époque, et pouvoir y aller dans la journée. Voilà, c'était à peu près ça le critère. Vous vous souvenez de la réaction de votre entourage quand vous avez annoncé que vous quittiez la région parisienne ? Alors, ça c'était un projet familial, donc ma femme et les enfants étaient pour, même si les enfants étaient à un âge limite, il ne fallait pas trop tarder pour partir. Mais je me souviens en particulier la réaction d'une cliente qui m'a dit « Tu pars là-bas, mais il n'y a rien ». Je dis « Bah oui, c'est justement pour ça qu'on y va. Il n'y a rien, effectivement ». Ça, c'est la vision des Parisiens à l'intérieur du périphérique. Enfin, de beaucoup de Parisiens, pas tous. Mais en dehors de Paris, c'est un peu la jungle dangereuse. Je ne sais pas comment ils l'imaginent, mais... Et la réalité est tout à fait différente, ça qui est très amusant. On a une vie culturelle qu'on ne soupçonnait pas du tout avant. On n'est jamais allé autant au concert que quand on est arrivé, parce que c'est facile, on a un quart d'heure de voiture à faire,
On n'a pas une heure avec des encombrements ou du métro. Non, c'est très facile. Il y a beaucoup d'activités, il y a plein de compagnies de théâtre. Les programmations de cinéma sont les mêmes qu'à Paris, les sorties de films sont les mêmes au même moment. Voilà, il y a vraiment pas de problème. Vous avez créé un média qui s'appelle The Village, avec un Z, qui traite du futur du travail. Pourquoi ce sujet ? Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Alors, à l'origine, d'où le nom de The Village, c'était plutôt orienté sur le développement rural à l'aide du télétravail, des nouvelles formes de travail. Donc c'était, puisqu'aujourd'hui on sait travailler autrement et différemment sans être en présentiel, c'est une opportunité pour développer les campagnes. Et ça a évolué petit à petit et c'est devenu un média sur le future of work. Donc on a vu beaucoup de changements arriver. Au début, on parlait de télétravail. Rapidement, pour nous, c'était plus vraiment un sujet, mais en réalité, ça l'était toujours pour les entreprises. Et on l'a même vu en mars 2020 avec le premier confinement, c'était un gros problème pour les entreprises. Alors que pour nous, ça paraissait d'une banalité et d'une simplicité étonnante, tout le monde aurait dû s'en emparer avant. Donc on a commencé avec ça, on a vu arriver le phénomène du coworking et ensuite des tiers-lieux. On a toutes les modes de management, tous les changements profonds qu'on voit aujourd'hui, on commençait à en parler déjà il y a 10 ans, 15 ans. Et donc on traite en fait plusieurs sujets. Il y a cette transformation du travail, et puis il y a aussi les implications de cette transformation sur la vie des gens. Bien sûr à la campagne, parce que c'était un de nos sujets principaux, mais aussi qu'est-ce que ça change en ville. Les habitants des villes sont aussi concernés par cette transformation du travail, parce qu'il y en a qui font 1 heure, 1 heure et demie de transport, 2 heures tous les jours, qui habitent en périurbain, voilà, ils sont concernés aussi. Alors vous qui le vivez depuis quelques années et qui traitez du sujet, qu'est-ce qu'il faut pour que le télétravail fonctionne, et en particulier à la campagne ? Côté employeur, il faut une transformation culturelle. Il faut qu'ils comprennent les enjeux, les bénéfices qu'ils peuvent en tirer, les bénéfices pour l'entreprise, pour les salariés, pour la société tout entière, hein, moins de déplacements, moins de fatigue, moins de CO2 gaspillé. Et puis côté télétravailleur, il faut, la première chose, c'est d'avoir un bon débit chez soi. Du très haut débit si possible. Et quand on s'est installé il y a 18 ans, c'était loin d'être le cas. J'imagine. Et aujourd'hui encore, on a 1 méga de débit en ADSL. Alors on n'est pas connecté à Internet en ADSL, mais voilà, en attendant la fibre optique, il y a beaucoup d'endroits qui sont encore à la peine pour travailler à distance. Mmh. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans le fait de vivre en milieu rural, vous, personnellement ? Les mobilités sont un problème. Ce n'est pas un problème pour nous, parce qu'on a 2 voitures, on a les moyens d'avoir 2 voitures, mais c'est une difficulté. Ça, on consomme beaucoup de kilomètres. Et quand nos enfants étaient encore à l'école, on faisait chauffeur, c'était un choix. Quand il y a eu des demandes de scooters, on n'était pas très chaud. Ouais. Donc l'engagement, c'était qu'on puisse les emmener au sport. Pour les enfants, c'est pas très facile, parce qu'ils sont très dépendants des parents, c'est pas très rigolo. Dès qu'ils ont eu 18 ans et un jour, ils ont commencé à s'occuper de leur permis de conduire. Donc ça veut dire c'est une bonne chose. C'est aussi une bonne chose pour les parents, mais ça veut dire qu'ils deviennent aussi mobiles, qu'ils ont une voiture ou qu'ils utilisent la nôtre. Donc c'est des déplacements. Donc le problème de mobilité est un problème dans le monde rural. Et des mobilités douces, encore plus, parce que en ville, c'est facile d'avoir un vélo ou un vélo électrique. Ici, c'est plus compliqué, c'est parfois même très dangereux. Ouais. Sur les petites routes où vous faites raser par des camions qui, eux, roulent à 90. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème, mais nous, on vit avec. Mais je comprends la naissance du mouvement des Gilets jaunes, hein. Des gens qui ont un budget pas très élevé, qui sont obligés d'avoir des voitures pour aller travailler, et c'est souvent le cas. Ça finit par peser très lourd dans un budget. C'est un problème. Deuxième problème, c'est le fameux désert de la santé en général, hein. La désertification, manque de médecins, manque d'installations, manque d'infirmières.
Ça, c'est vraiment un problème. Donc nous, on n'est pas encore très âgés, très malades, donc ça va encore, mais des gens qui ont des maladies chroniques ou qui sont plus âgés, qui ont besoin de soins, ça commence à être un vrai problème. Si on veut un rendez-vous chez le dentiste, il faut le prévoir longtemps en avance, sauf urgence. L'ophtalmo aussi, il y a des spécialités comme ça un peu compliquées. Et à l'inverse, est-ce que vous vous souvenez d'un épisode ou d'un moment de votre vie où vous vous êtes dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a bien fait de s'installer ici ?» On se le dit tous les jours, quand on ouvre la porte et qu'on voit la nature, le jardin, même quand il pleut, qu'il fait moche, c'est chouette tout le temps, mais ça, c'est notre point de vue. Mais c'est pour ça qu'on l'a fait. Ouais. On voulait ça, on voulait ce mode de vie. Quand vous voyez quelqu'un, vous déplacez, vous voyez quelqu'un, vous lui dites bonjour. Ouais. Si vous faites la même chose à Paris, on vous prend pour un fou. J'ai attrapé le tic. Quand je rentre dans un magasin à Paris, je dis bonjour. La plupart des gens me regardent, ne me répondent même pas. Vous croisez des milliers de gens dans la journée dans le métro. Voilà, vous n'en tirez rien, vous n'avez aucun échange. Ici, vous arrêtez, vous tapez la discute avec quelqu'un. Voilà. Ça, c'est de la qualité de vie. C'est presque un luxe même. Et ça, c'est un émerveillement à chaque fois. Je ne me dis pas à chaque fois que je le vis, c'est un émerveillement, mais si vous y réfléchissez à la situation, c'est chouette, quoi. Voilà, le fait d'avoir de l'espace, le foncier est moins cher, donc vous pouvez avoir des maisons plus grandes, c'est plus confortable. Vous faites un feu de bois, là il faisait froid ce matin, je suis allé chercher un peu de bois, j'ai allumé le feu, ça met une bonne ambiance. Oui, il y a tous ces petits côtés qualitatifs auxquels on ne pense même plus quand on les vit, c'est normal. Depuis que vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez vu beaucoup de gens arriver dans le coin, peut-être pas forcément à Boitron, mais avec votre activité pour les closeries numériques, est-ce que vous voyez une nouvelle population arriver, citadine par exemple, ou pas du tout ? Alors ça, on l'a vu depuis 2020. Ouais. Alors, ce ne sont pas des vagues. Hein. C'est pas, quantitativement, ça ne doit pas représenter les grosses populations. Je ne sais même pas si on les voit beaucoup dans les statistiques. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu des petits indices, des petits signaux faibles, comme on dit. Le nombre d'inscrits dans les écoles, le nombre de produits, comme disent les agents immobiliers, qui commencent à manquer dans les agences. Les artisans qui étaient disponibles, qui ne le sont plus du tout parce qu'ils sont débordés par des restaurations de maisons, par des choses comme ça. Des nouveaux venus dans les villages qui viennent soit en résidence secondaire, soit qui ont basculé complètement. Et ce qui est un peu nouveau, c'est que ce sont des gens plus jeunes qu'avant. 35-40 ans, alors qu'avant, c'est des gens qui venaient au moment de la retraite ou juste avant la retraite et qui décidaient de changer de vie à ce moment-là. Et maintenant, je trouve que c'est une population qui a un peu changé. Alors Boitron, c'est un cas un peu particulier parce quand on est arrivé il y a 18 ans, il y avait 220 habitants. Nous, on est arrivé à 4, donc on est passé à 224. Aujourd'hui, on est à 340. Waouh. Parce qu'il y a une politique du maire qui est très accueillante. Quand une entreprise veut s'installer, il dit oui, on va regarder comment on fait. Il dit pas bah non, c'est difficile, je sais pas. Non, il est ouvert et positif. Et puis en plus, il y a des directives de l'État pour recentrer, redensifier les hameaux et les villages pour éviter de disperser les maisons et de gaspiller de la terre agricole, et puis de centraliser tous les équipements, les réseaux, télécom, eau, assainissement, etc. Et aux gens qui rêvent de s'installer, qui ont le projet de le faire, de quitter la ville, quelle qu'elle soit, et de s'installer dans un milieu très rural comme Boitron, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil ? C'est pas facile parce que ce sont des projets très personnels, des motivations qui sont très personnelles. Quand j'ai lancé The Village, on s'est installé au mois d'août et j'avais lancé The Village au mois de juin, on était encore à Paris. L'idée, c'était aussi d'accompagner ces néo-ruraux, comme on dit, à s'installer, leur expliquer, puis avoir un accompagnement quand ils s'installaient. Donc on a lancé un petit projet, j'ai trouvé conseiller général à l'époque, ça s'appelait encore un conseil général, et on a publié un petit article dans l'embryon de The Village à l'époque, qui était un petit blog, et on avait expliqué
la procédure un petit peu pour s'inscrire. Donc ils devaient remplir un dossier de 4 pages pour décrire leur projet, et ils nous l'envoyaient. Ensuite on les recevait, on les accueillait ici pour une journée de découverte. On déjeunait avec eux et puis on les faisait visiter le coin. Et on a eu plus de 180 réponses en 2 ans. On a tout de suite eu des papiers. Alors d'abord un papier dans le Parisien, sur une double page, on avait au moins la moitié de la place qui était occupée. Donc ça, le Parisien, c'est un peu l'abreuvoir de la presse. Hein. Tous les journalistes lisent le Parisien. Donc après, on a eu plein de papiers en cascade. On a eu plusieurs fois le JT de TF1 de Pernod. Okay. Voilà. Donc il y a une bonne couverture. Et ça a fait qu'à l'époque, il y avait déjà des gens, évidemment, qui voulaient partir. Et on s'est aperçu que les demandes étaient surtout de la rêverie compensatoire. Sur les 180 les gens qui avaient un dossier, souvent, les demandes, elles explosaient au mois de mai-juin et puis en septembre, après les vacances. Donc ils avaient les marronniers en fleurs qui leur donnaient des envies de campagne, les retours de vacances qui leur donnaient... Et puis, c'était pas toujours très réaliste. Donc, si on pouvait donner un conseil, ça serait de bien étudier leur projet et de s'assurer que c'est vraiment quelque chose dont ils sont bien conscients. Parce que c'est pas toujours facile de vivre à la campagne, hein, quand au mois de novembre dans la boue, ou au mois de février, janvier-février, il fait un peu moche, les jours sont courts. En ville, on n'y voit pas, on fait pas très attention parce qu'il y a de la lumière électrique partout, il y a du monde. À la campagne, ça va peut-être être plus difficile. Et puis pour le boulot, même si aujourd'hui on télétravaille plus facilement, c'est pas forcément très facile. Et puis peut-être qu'il y a un conjoint qui va devoir faire un sacrifice de son boulot parce qu'il va pas trouver sur place, par exemple, un fonctionnaire ou quelqu'un qui a un métier très pointu, il va peut-être pas forcément trouver un poste facilement à la campagne. Donc il y a cet aspect professionnel et puis il y a l'aspect réalisme. D'avoir conscience de la réalité de la vie rurale. Il y a beaucoup d'avantages, mais c'est pas forcément mieux. On va pas fuir ces problèmes en venant à la campagne. Il y a les problèmes, on va les garder avec soi. Donc, il faut pas que ça soit une fuite. Et ça, on s'est aperçu que peu de gens n'étaient forcément conscients. Et on parle pas beaucoup des gens qui ont échoué et qui repartent en ville, mais ça existe. Hein, qui se sont dit non, finalement cette vie c'est pas fait pour moi, parce qu'en fait ils avaient rêvé une vie qui n'est pas vraie et ils ont été rattrapés par la réalité. Alors ces 180 dossiers, ils ont donné lieu à 6 installations de famille à Boitron et dans les communes autour. Tout ça sans budget, sans rien, c'était juste une expérimentation pour montrer que c'était possible et accueillir des gens. Et je pense que les territoires, les villes moyennes, les départements ruraux devraient s'investir beaucoup plus que ça. Ce qu'ils font, c'est des démarches très classiques de marketing territorial. Ils font des affiches 4x3 dans le métro, mais ça ne sert à rien. C'est pas parce qu'on voit une affiche que... D'abord, ils le font tous. Il y a des périodes de l'année, vous voyez, à touche-touche, vous avez installez-vous en Vendée, installez-vous dans la Creuse, installez-vous dans l'Orne. Il ferait mieux il y a des départements ou des régions qui l'ont fait tout seuls et qui font des tabacs. Il ferait mieux d'avoir d'autres stratégies pour accueillir des nouveaux habitants. Alors vous qui travaillez sur le futur du travail, comment vous le voyez, vous, le futur du travail ? Il va être beaucoup plus flexible, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, ça c'est évident, pendant les confinements. Finalement, c'est possible. On nous a dit que c'était pas possible, mais c'est possible. Et il y a d'ailleurs, ça pose des problèmes à certaines entreprises qui n'arrivent pas à garder leurs cadres, leurs salariés. Des salariés qui déménagent puis qui veulent absolument pas revenir dans l'entreprise. Donc, soit vous me gardez en télétravail, soit je vais ailleurs. Ça existe. Un problème d'attractivité, de marque employeur, comme on dit, de réputation de l'entreprise, c'est-à-dire des nouveaux candidats à qui on refuse le télétravail n'ont pas envie de venir travailler. Le télétravail étant un symbole, parce que le télétravail en soi, c'est vraiment plus un problème depuis longtemps. Mais le télétravail est un symbole de souplesse, de flexibilité et donc de mode de management, de perception du mode de management de l'entreprise. Est-ce qu'on est open ou on n'est pas open ? Est-ce qu'on est dans la confiance ou est-ce qu'on est dans la défiance avec une pointeuse Et ça pose et ça va poser des problèmes aux entreprises qui ne l'ont pas encore compris. Donc le futur du travail, ça va être un gros mélange de flexibilité
du temps de travail, du bureau, et puis du statut également, je pense. C'est-à-dire qu'on va faire plus travailler des populations de freelance, ce qui n'était absolument pas le cas il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, une entreprise doit savoir parler aux freelances, travailler avec eux, et réciproquement, les freelances doivent savoir parler à leur donneur d'ordre. Et ça va changer très vite. C'est un élément de changement. Alors, deuxième piste, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, la robotisation, qui va tuer plein de métiers, plus ou moins brutalement. Ce qui est embêtant dans le mot, c'est pas ce changement, c'est la brutalité et la rapidité du changement. La rapidité du changement, ça veut dire qu'on va exclure toute une partie de la population de métiers qui n'étaient pas très qualifiés. Par exemple, un cariste, il conduit son engin. Ouais. Dans un futur assez proche, un robot autonome, un élévateur autonome, ça va être très facile de le faire fonctionner. Donc ces postes peu qualifiés, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui n'avaient pas de qualification ? Donc si on a du temps, on va pouvoir les reconvertir, les former. Si on n'a pas de temps, on va avoir toute une partie de la population qui va se trouver exclue de boulot facilement accessible. Donc ça, c'est un problème qui peut être explosif. Et il va falloir s'en préoccuper. Mais en soi, supprimer des métiers pénibles, des gens qui portent des charges lourdes, des trucs comme ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À condition qu'on puisse recaser ces employés, ces salariés-là. Est-ce que, vous parlez des entreprises qui doivent évoluer, etc., est-ce que vous connaissez des bons élèves ? Il y en a qui l'avaient compris depuis longtemps, et elles n'ont pas eu de problème au premier confinement, parce qu'elles avaient déjà mis en place le télétravail qui était négocié, ils avaient des outils, ils avaient formé le management, ça il y en avait, des petites, des grandes, oui, ça existait. Moi, je m'inquiète plus pour les rétifs, c'est-à-dire les gens qui, aujourd'hui, n'ont toujours pas compris que c'était incontournable. Et que le mode de management de command and control, il avait du plomb dans l'aile. Et qu'on ne peut plus faire obéir les gens en doigt et à l'œil sans leur expliquer, sans qu'ils comprennent, et sans leur laisser de l'autonomie. Et c'est beaucoup plus efficace. Responsabiliser et faire confiance aux gens, certes, il y a des dangers. Certes, c'est complexe parce qu'il faut se former, il faut former les managers, il faut les accompagner, mais les bénéfices sont énormes. En créativité, en innovation, en efficacité, en bien-être au travail, en tous les aspects. Vous prenez pas où vous voulez. Dans les bons... Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme bon élève ? Bon élève dans un métier pas évident, c'est la mutuelle générale. Mutuelle Générale est une grosse mutuelle qui, comme toutes les mutuelles et la banque et l'assurance, était très en retard sur la transformation du travail, le télétravail. Ce qui est quand même bizarre parce que ce sont des métiers tertiaires, des métiers de bureau qui étaient très en proportion, qui étaient très télétravaillables, plus télétravaillables que l'industrie par exemple. Eh bien, ils étaient très en retard. Et eux ont eu un projet, je crois que c'est en 2020, je ne sais pas si c'est le confinement qui était le déclencheur ou pas, mais ils ont fait un projet de transformation de leur entreprise. Ils ont un accord télétravail assez génial, complètement ouvert. Vous pouvez travailler depuis n'importe où, dans un espace de coworking, chez votre grand-mère à la campagne, ils s'en fichent. Il n'y a juste pas à l'étranger. C'est limité, pas à l'étranger, parce que c'est pour les besoins du service, si vous devez venir rapidement, ils ont estimé que c'était compliqué. Voilà, et ça, c'est des bons élèves comme ça, il y en a, ça existe. Là, c'était intéressant parce que c'est un secteur où on s'y attendait pas. C'est pas de la high-tech, c'est pas une start-up, c'est pas... Dans les start-up, c'est un peu consubstantiel, puisqu'ils naissent comme ça. Donc c'est plutôt population jeune, donc la flexibilité, ils vivent avec, l'insécurité aussi. Mais si ça va pas, ils se cassent la gueule, ils changent, ils rebondissent. Donc ça aussi, c'est un élément, je pense, du futur du travail, c'est l'incertitude. Autrefois, c'était facile, on avait un CDI, on rentrait à vie d'une entreprise, on sortait à la retraite.
c'était donnant-donnant. L'entreprise vous gardait à vie et vous étiez fidèle et loyal à l'entreprise toute votre vie. Un peu à la japonaise. Aujourd'hui, on est dans un monde d'incertitude. Regardez le Covid, regardez la guerre, regardez, je sais pas moi, le porte-container qui s'est coincé dans le canal de Suez et qui bloque les approvisionnements. On s'est aperçu qu'on était fragile. On est dans un monde fragile et il ne faut pas grand-chose, un grain de sable, un petit, un gros, pour bouleverser notre vie économique. Donc il va falloir qu'on s'habitue, qu'on s'organise pour vivre dans ce monde incertain et être plus flexible. Et en tant qu'individu, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte-là ? Il faut garder son employabilité au sens large, c'est-à-dire quel que soit son statut, si on est salarié ou freelance, il faut pouvoir être en capacité d'évoluer tout le temps. C'est fini les rentes de situation, le boulot où on est bien assis, confortable et on risque rien. Là, du jour au lendemain, la donne peut changer, la boîte peut fermer, on peut être muté, on peut je sais pas quoi. Et donc, il faut rester employable et avoir un état d'esprit dans lequel on est plus mobile, plus flexible. Être employable, c'est quoi ? C'est se former, par exemple ? C'est se former, oui. Ouais. C'est surtout se former, mais en fait, en réalité, si vous regardez bien, on se forme en permanence. Quand on est un peu curieux, on n'arrête pas de se former. Je reviens à votre parcours à vous. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même depuis que vous êtes installé ici ? Parce que c'est plus qu'un changement de décor, on est bien d'accord, de s'installer à la campagne. C'est quand même un changement de vie aussi. Changement de vie, oui. C'est un changement choisi. Ouais. Ce que j'ai appris... c'est qu'on pouvait avoir une super vie sans faire les boutiques toute la semaine, sans être dans un consumérisme avec toutes les tentations de la ville, consumérisme dans tous les domaines, que ça soit aussi bien culturel que la vie quotidienne. L'offre est tellement grande, on peut aller au restaurant 3 fois par jour, on peut aller... c'est vraiment génial la ville pour ça, cette confrontation, cette énergie. Moi, je ne suis pas du tout anti-ville. On a quitté la ville parce que c'était un choix, mais je ne pense pas que ça s'oppose. Il y a plein de bénéfices à la ville, il y a plein de bénéfices à la campagne. C'est deux mondes qui vont continuer ensemble, j'espère. D'ailleurs, une des pistes de développement des villes, c'est peut-être de s'appuyer, d'avoir des échanges plus avec la ruralité et ses périphéries. Donc ce que j'ai appris, c'est qu'on pouvait avoir une très bonne vie en se passant de tout ça, en fait. Ce qui n'empêche pas d'aller en touriste à Paris, traîner 2 jours. Nos enfants habitent à Paris maintenant pour le boulot. Voilà, dans un prétexte, on va les voir et on prend la température de la ville. C'est ça, un petit shoot de ville, c'est ça. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être dans un mode binaire radical pour ou contre la ville et pour ou contre la campagne. Donc ça j'ai découvert aussi. J'ai découvert aussi que la campagne, c'était pas forcément la campagne de mes vacances chez les grands-parents quand j'étais petit. Alors certes, il y a toujours des vaches, il y a toujours des traits, les tracteurs sont plus gros. Ouais. Quand j'étais tout petit, dans la ferme chez mes grands-parents, il y avait des chevaux. Il n'y avait pas de tracteurs, il y avait des chevaux. Ça a changé. On voit plus ça que chez des décroissants ou des gens qui sont en bio. Et voilà, donc c'est une attitude, comment on pourrait dire, un petit peu intégriste, de retour à une intégrité, de retour en arrière. C'est un choix un peu politique. Alors que quand j'étais petit, c'était naturel, quoi. C'était... beaucoup de petites exploitations, mais qui vivaient peut-être bien aussi. La ruralité, c'est plus du tout la même qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 50 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à vous, pour le futur ? Pas du travail, mais le vôtre. Continuer comme ça, développer les closeries numériques, parce que on a un peu souffert, on a tiré le rideau pendant 2 ans, là. Mais là, on va redémarrer avec les beaux jours, donc... on espère que ça va se développer, et puis comme on a plein d'idées, plein de projets, on espère qu'on va pouvoir les mettre en œuvre. Il y a plein de choses à dire sur la ruralité. On peut dire c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui ne connaissent pas trop, quoi.
qui ne la vivent pas, qui ne comprennent pas intimement les problèmes des gens. Déjà, il faudrait changer le regard. Hein, on n'est pas un zoo, on n'est pas des drôles d'animaux qu'on regarde avec compassion ou avec mépris. On a une partie du territoire français, c'est 80% de la France, c'est à peu près un tiers de la population française. On ne vit pas tout à fait pareil qu'à Paris ou à Marseille, parce que ce sont des petites villes, des petits villages, mais en dehors de ça, il n'y a pas de différence, quoi. On parle la même langue, on s'intéresse aux mêmes choses, on est aussi développé que dans les grandes villes. La différence, peut-être, c'est la concentration de population, d'où naît un peu l'énergie, le dynamisme. Donc il y a moins d'argent, il y a moins de monde, ça c'est sûr. Donc, c'est un peu plus compliqué de monter des projets, c'est plus compliqué de trouver des équipes, mais on y arrive, hein, on innove. Il y a des perles d'entreprises en pleine campagne. Il y a des, je sais pas, il faut se promener, il faut aller voir, il faut faire tomber un peu les idées reçues. Merci Xavier. Merci de l'invitation. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Merci à Xavier de Mazenot de m'avoir ouvert les portes de l'écloserie numérique pour partager son témoignage. Pour tout savoir sur le futur du travail, abonnez-vous à la newsletter de The Village sur news.thevillage.net. Si vous voulez réagir à cet épisode, ou que vous souhaitez vous aussi apporter votre témoignage au micro de Laisse Béton, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Et puis si vous aimez ce podcast, criez-le sur tous les toits et décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré. À très bientôt.